Merci de nous rejoindre pour ce numéro de l'invité politique. Avec moi sur ce plateau, Dr Ousmane Bougma, maître assistant de droit privé à l'université Thomas Sankara. Il est également spécialiste de droit international et européen. Bienvenue, docteur. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Le Conseil constitutionnel a validé le pouvoir du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. En procédant de la sorte, est-ce que cela signifie que le coup d'État est constitutionnel? Merci pour cette question. Effectivement, par décision numéro 4 du 8 février 2022, le Conseil constitutionnel a constaté effectivement que le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba est le président du FASO pour compter du 24 janvier 2022. En procédant ainsi, est-ce que l'on valide un coup d'État? Non. En réalité, par ce mécanisme-là, le Conseil constitutionnel veut retrouver la légalité, veut en réalité ramener quelque part la Constitution en réalité, pour que la Constitution puisse encadrer l'action du gouvernement, l'action, j'allais dire, des autorités actuelles, parce qu'il y a des voix discordantes qui considèrent que la procédure n'est pas constitutionnelle, mais au fond, quand on lit la Constitution, il est difficile de trouver une procédure par laquelle on peut remettre en place, j'allais dire, les institutions, vu que l'on est passé par un coup d'État. Il y a une ordonnance du 10 février qui prévoit que le président actuel va prêter serment. Prêter serment veut dire qu'il s'engage à respecter la Constitution, il s'engage à défendre l'intégrité du territoire, il s'engage à garantir l'indépendance de la justice, etc. Cela veut dire tout simplement qu'à partir de là, dès lors qu'il prête serment, il est tenu aux différentes obligations qu'impose la Constitution au regard de sa fonction de président du FASO. Je veux dire par là que notre situation était particulièrement exceptionnelle. Et cette situation exceptionnelle peut justifier effectivement que l'on aménage quelque peu nos règles constitutionnelles afin de recouvrir l'intégrité de notre territoire. Le MPSR a pris d'importantes décisions au nombre desquelles la mise en place de la commission de rédaction de la charte de la transition, avec un délai de 15 jours pour remettre son rapport. À quoi doit-on s'attendre? Effectivement, il a été mis en place cette commission technique de rédaction des projets de texte et de l'agenda de la transition. Cette commission a en charge de poser quelque part les bases de la transition, mais aussi de jeter quelque part les bases du futur du Burkina. Donc on doit s'attendre à des projets de texte et les organes de la transition qui vont se mettre en place, mais aussi un calendrier, c'est-à-dire un chronogramme pour définir dans quel délai la transition doit prendre fin afin que l'on retrouve un ordre constitutionnel normal. Vous êtes également spécialiste du droit transnational fondamental. Oui. Est-il possible qu'il y ait transposition de la charte malienne au Burkina? On a invité les membres de cette commission à s'inspirer des bonnes pratiques internationales. Donc, on peut s'attendre légitimement à ce que l'expérience malienne ou l'expérience guinéenne et même notre expérience de 2014 servent de base pour construire notre transition actuelle. Il ne s'agit pas de construire à nouveau la roue. Il y a des situations que notre pays a vécues, il y a des situations vécues ailleurs qui peuvent largement inspirer la Commission pour faire les différentes propositions. Au Mali, il y a déjà un remue-ménage. Est-il un exemple vraiment? Oui, il y a un remue-ménage au Mali. Et je pense notamment à ce qui se passe avec la CEDEAO. Mais les organisations sous-régionales doivent comprendre que il faut donner un délai raisonnable aux différentes transitions afin qu'elles puissent effectivement résoudre les problèmes qui ont conduit à ces prises de pouvoir non constitutionnelles. Donc, il est tout à fait logique, et vous aurez remarqué qu'au niveau du Burkina, la CEDEAO, pour le moment, n'a pas prononcé des sanctions particulières, à l'exception de la suspension du Burkina. Cette même commission de rédaction a lancé un appel à contribution. Au même moment, les nouvelles autorités demandent de désigner des cadres intègres par ministère pour les accompagner. Qu'en pensez-vous? Alors, c'est deux choses différentes, il me semble. La commission demande à ce que toutes les composantes de la société puissent effectivement faire des propositions afin de pouvoir
rempli leur mission, ce qui, bien évidemment, a cet esprit inclusif. Le président demande à ce que l'on propose des cadres. Certainement, c'est pour avoir un vivier de compétences en vue des futures nominations, puisque le président du FASO a la compétence de nommer les cadres aussi bien dans les postes civils que militaires. Certains y voient un tâtonnement. Êtes-vous d'avis? Alors, je ne pense pas véritablement qu'il s'agit d'un tâtonnement. Quand on regarde la rapidité avec laquelle la commission a été mise en place, quand on regarde le délai qui est imparti à la commission pour travailler, et la commission a été rapidement installée, on se dit quand même qu'il y a une dynamique qui est engagée, et je pense que chacun doit apporter sa contribution afin que la transition soit une réussite. Le commandement militaire est aujourd'hui dirigé par des jeunes. Doit-on craindre ou doit-on espérer voir le bout du tunnel en ce qui concerne la lutte contre l'insécurité? Alors, ces jeunes, on constatera que ce sont des jeunes qui ont pratiqué le terrain. Donc, ayant pratiqué le terrain, on peut s'attendre au moins à ce que la question de la lutte contre le terrorisme soit mieux organisée, parce que ce sont des hommes qui connaissent le terrain, qui sont maintenant à la manœuvre et qui doivent pouvoir effectivement appliquer l'expérience qu'ils ont tirée du terrain. Il leur faudra combien de temps, selon vous, pour conduire à bien cette transition? C'est difficile de donner un horizon temporel fixe, parce qu'une transition, on la commence, mais on ne sait pas toujours, j'allais dire, les problèmes qui peuvent survenir en cours de transition. Alors, je disais un délai raisonnable. C'est un délai raisonnable pour à la fois mettre en place les organes de la transition, pour prendre les différents textes qui s'imposent. 3 ans ou 2 ans pour vous? Aujourd'hui, nous n'avons pas l'intégrité de nos territoires. Imaginez qu'on nous dise dans un an, il faut organiser des élections. Est-ce que l'on peut tenir des élections là où l'État n'a même pas sa souveraineté? Donc, il faut résoudre ces questions préalables-là avant d'aller véritablement à une élection. Et je pense que les organisations communautaires doivent entendre cela afin que ce ne soit pas un cycle, ce ne soit pas un recommencement. Parce que si on ne résout pas ces questions-là, dans 5 ans, nous serons encore là avec des problématiques similaires. Un mot sur le procès Thomas Sankara avec le réquisitoire du parquet. 30 ans de prison ferme pour Blaise Compaoré et Hyacinthe Kafando, 20 ans pour le général Diendéré, 11 ans en revanche, avec sursis pour le colonel-major Jean-Pierre Palme. Quelle est votre appréciation? Il y a de cela 10 ans, on ne s'attendait pas à ce que ce procès puisse se tenir. Aujourd'hui, c'est déjà de gagner que ce procès se tienne. Bien sûr, maintenant, on entend que par rapport au réquisitoire du parquet militaire, certains ne sont pas véritablement satisfaits au regard de ce qui est demandé comme peine. Mais s'ils ont demandé ces peines-là, c'est parce que peut-être ils ont à leur disposition des éléments probants qui leur permettent, d'un point de vue juridique, d'estimer que ces peines-là permettent effectivement de sanctionner les manquements qu'ils ont pu constater. On revient avec le dossier malien. L'ambassadeur de France à Bamako a été expulsé. La junte au pouvoir ne veut ni de Barkhane ni de la MINUSMA. Paris persiste. Des partis politiques et non des moindres disent ne plus reconnaître le gouvernement de la transition d'ici fin mars. Comment voyez-vous ce imbroglio sur les bords du Dioliba? Alors, cet imbroglio diplomatique, politico-diplomatique entre le Mali et la France, je pense que les deux parties gagneraient quand même à apaiser la situation. Je pense honnêtement ni le Mali ni la France n'ont à gagner avec cette situation. Alors, ce sont des partenaires historiques. Et visiblement, ce qui a manqué, c'est le dialogue entre ces partenaires historiques-là, parce que la France veut soutenir le Mali dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et visiblement le Mali n'est pas d'accord avec la façon de faire de la France. Peut-être il a manqué ce dialogue qui aurait permis d'apaiser les situations, parce que en arriver à expulser l'ambassadeur, nous sommes arrivés quand même d'un point de vue diplomatique à une situation extrême. Et cela ne contribue pas véritablement à apaiser aussi la situation politique. Pas seulement cela, il y a également la sortie récente du Premier ministre Choguel Maïga, accusant la France de la division de son pays. Comment vous voyez ce bras de fer? Ce discours-là, c'est un discours qui traduit un sentiment qu'on a
au niveau africain, au niveau sous-régional, à l'égard de la France. En réalité, je pense que la France doit repenser sa politique à l'égard des pays africains. Déjà, quand on regarde le langage qui est tenu au niveau de la France, des autorités françaises à l'égard des autorités maliennes, ce langage-là est peu diplomatique, peu conciliant, peu respectueux par rapport aux autorités maliennes. Et c'est tout cela qui, bien sûr, au regard de la situation politique qui ne s'améliore pas depuis 2011, donc les autorités maliennes se disent, bon, peut-être faut-il changer, peut-être faut-il voir ailleurs pour espérer mieux. D'aucuns pensent que c'est la fin du joug français sur ce territoire. Je ne pense pas véritablement que c'est la fin de la collaboration, de la coopération entre la France et le Mali. La coopération peut changer de forme. La coopération peut être beaucoup plus respectueuse. La coopération peut s'inscrire dans un dialogue entre les deux parties, mais je ne pense pas que ce soit véritablement la fin de la coopération. Nous sommes au terme de l'invité politique de cette semaine. Nous étions avec Dr Ousmane Bougma, maître assistant de droit privé à l'Université Thomas Sankara. Il est également spécialiste du droit international et européen. Merci, docteur, d'être venu. Merci beaucoup, madame. Merci à vous qui l'avez suivi et à nous revoir.